L'Homo connecticus, c'est le nouvel homme, quelque part, le nouvel homme hyper connecté que nous sommes, volins, nolins, toutes et tous, j'ai envie de dire aux quatre coins de la planète, des hommes connectés et connectés presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365. Et ce n'est pas sans créer pas mal de changements à tous les niveaux, à tous les niveaux de nos relations, que ce soit nos relations privées, familiales, professionnelles, et dans notre quotidien aussi. Je vois que nous vivons à l'ère de l'Atawad, Anytime, Anywhere and Device, et nous sommes, sans trop en être conscients, embarqués depuis une poignée d'années là, dans une révolution, un tournant de l'humanité qui a un impact énorme, énorme, je dis bien énorme pour nous toutes et tous, quel que soit notre âge. Et c'est ça que j'ai voulu un petit peu analyser, comprendre en tant que coach de vie et surtout donner des clés pour que les gens, quel que soit leur âge, s'y retrouvent un peu. Alors d'abord, comme dit le sociologue Charles Prensky, il y a deux familles d'êtres humains. Il y a ce qu'on appelle les digital natives, ceux qui sont nés alors qu'Internet existait déjà, que ces objets numériques et ce monde numérique existaient déjà sur la planète, et les digital migrants, c'est-à-dire ceux qui sont nés après, dont je fais partie d'ailleurs, et il y a un vrai choc des générations en la matière, c'est avec ces deux mondes, deux univers qui coexistent évidemment, mais qui ne parlent pas forcément la même langue et qui n'ont pas la même utilisation et appréhension de cet univers connecté. Voilà. Ce qui m'a donné envie de parler de tout ça, c'est de me rendre compte qu'on est de plus en plus presque drogué à tout ça. Et j'ai voulu d'abord voir qu'une enfance d'Homo connecticus, ce n'était pas une enfance comme nous on l'avait vécu les digital migrants, qu'on voit des enfants, tiens, je vais vous donner un exemple, ne serait-ce qu'avant-hier, j'ai vu une petite fille de 2 ans et demi qui était connectée à sa tablette, elle était en train de prendre un petit déjeuner dans un restaurant avec son papa, sa maman et son oncle, sa tante et toute sa famille, et elle ne parlait à personne, elle ne regardait personne, elle était l'œil rivé sur sa tablette à 2 ans et demi. Et je me dis que là se joue quelque chose qui, dans la relation aux autres, est en train d'un petit peu bouger. On sait que des études récentes américaines le prouvent, les jeunes maintenant, les digital natives, passent 7 à 8 heures par jour devant un écran. Ce n'était pas notre cas, nous, quand on était enfants et adolescents. Et ça a une incidence, j'ai envie de dire, sur ses relations aux autres, mais aussi sur ses relations à soi-même. Et là, j'y viens. Il y a un paradoxe dont je traite dans ce livre, c'est le paradoxe de la connectivité. À la fois, ça nous rapproche évidemment chaque jour les uns des autres. Si quelqu'un est à New York ou en Australie, en une centième de seconde, on peut l'avoir en face de nous, presque avec Skype ou n'importe quelle connexion, et en même temps, ça nous éloigne. Parce que regardez au travail, par exemple, les gens quasiment ne communiquent plus dans la réelle présence, ils s'envoient des mails, ils se parlent par Skype, regardez ces enfants-là. Et donc, c'est pour ça que dans mon livre, j'ai fait plusieurs entrées. Il y a l'Homo connecticus à l'école, un enseigné Homo connecticus et un enseignant Homo connecticus. J'ai essayé de voir justement comment se passait une éducation maintenant d'Homo connecticus, parce que ces objets numériques sont partout, tout le temps, dès bébés. Les parents peuvent acheter des objets numériques, des objets connectés, depuis la tablette connectée, le biberon connecté, tout est connecté aujourd'hui. La maison est connectée, hein. Il y a la domotique, je traite de toutes ces problématiques. Il y a aussi maintenant l'intervention de comment on va enseigner et éduquer nos enfants à l'école, par exemple, avec le numérique. Ça, c'est le premier chapitre, vous voyez, de mon livre. À chaque fois, pour chacun des chapitres, ce qui compte, c'est de savoir que c'est un livre de développement relationnel qui donne des clés et des outils. C'est-à-dire que je donne mon œil de coach haute qualité relationnelle, et je donne des conseils pour essayer de ne pas être drogué et surtout pas être aveugle dans ce monde, parce que ce monde nous prend comme un tsunami. Et je pense que mon livre est intéressant parce qu'il parle non seulement du présent, mais des décennies à venir et des siècles à venir. On est embarqué maintenant dans cette affaire, nous sommes tous des Homo connecticus. La deuxième partie de mon livre, c'est sur l'Homo connecticus au travail. Inutile de vous dire que la frontière, par exemple, entre la sphère privée et la sphère professionnelle est complètement floue. Elle n'existe quasiment plus. À quel moment travaille-t-on, à quel moment on ne travaille plus? Aujourd'hui, avec les objets connectés, on est au travail tout le temps, ou jamais. Comment, d'une certaine manière, il existe maintenant ce qu'on appelle des digital managers, et comment surtout l'Homo connecticus investit son temps professionnel. Je crois vraiment que c'est important de donner un œil de coach, de développement relationnel, comment on améliore ça, comment ne pas être addict au TIC. J'ai oublié de dire, et ça c'est important, que chacun des chapitres a un test
pour savoir quel type d'Homo connecticus vous êtes, quel type d'Homo connecticus au travail vous êtes, quel type d'Homo connecticus en famille vous êtes, et j'en viens à un chapitre suivant, c'est l'Homo connecticus amoureux. C'est-à-dire que d'une certaine manière, là aussi, l'Homo connecticus amoureux n'est pas le même que l'Homo connecticus d'avant la révolution connectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, la séduction via Internet, il y a le marché du célib, il y a Tinder et toutes ces applications qui permettent de draguer dans l'espace où on est des célibataires qui pourraient être éventuellement des gens intéressants pour nous. Ben, bref, il y a une manière de séduire, d'aimer, de tomber amoureux. J'appelle ça, et ça va faire un clin d'œil évidemment à Gabriel Garcia Marquez, l'amour au temps du big data. Lui, il avait écrit ce merveilleux roman que vous connaissez évidemment, l'amour au temps du choléra. Il y a des gens qui vont dire le c'était mieux avant, voudraient dire oh là là, cette révolution technologique là, il faut pas faire avec. Mais c'est n'importe quoi. On ne reviendra jamais en arrière. Non, le travail est de s'en imprégner, de vivre avec et surtout d'en faire quelque chose parce qu'elle a des aspects très positifs, mais en faisant attention d'être dans la bonne distance et de les utiliser à bon escient d'une façon haute qualité relationnelle. Je donne un exemple concret. Par exemple, l'Homo connecticus amoureux. Qui va dire que c'est pas plus simple de rencontrer l'âme sœur en démultipliant les possibles, en démultipliant les supports et la possibilité d'aller rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas connus quand il n'y avait pas ça, la connectivité. Mais l'autre danger, c'est ce que les anglo-saxons appellent easy come, easy go, ce qui vient vite par vite, le fait qu'avec la connectivité, les gens se quittent sur un SMS, on rentre en contact avec quelqu'un en une seconde, on va vivre une histoire d'amour de ce qu'on appelle aujourd'hui des histoires d'amour Kleenex, hein, on te jette en une seconde comme on t'a pris. Donc vous voyez, il y a effectivement une phase lumineuse et un effet pervers, et c'est ce que j'essaie de montrer sur un plan de développement relationnel. Là, par exemple, c'est pour l'Homo connecticus amoureux, mais par exemple, à un moment donné, j'en viens aussi à tout le problème de l'engagement de l'Homo connecticus. Parce que, comme toujours dans ma méthode haute qualité relationnelle, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une dimension micro-relationnelle sur nos relations quotidiennes avec nos femmes, nos enfants, avec nos enseignants, avec nos managers, nos collègues, mais il y a une dimension macro-relationnelle. Et là, je pèse mes mots parce que je deviens un peu plus grave parce qu'il y a un vrai problème aussi aujourd'hui avec la connectivité. Nous sommes à l'ère des GAFA et on se demande dans mon livre, je me demande dans mon livre, s'il faut avoir peur des GAFA. Que sont les GAFA? Google, Amazon, Facebook, Apple. Je ne vous dis même pas à combien ils pèsent en milliards de dollars, mais surtout comment ils imprègnent un peu comme une toile d'araignée toutes nos vies, à un point tel que les gens doivent vraiment être conscients que notre vie privée est en danger. Je ne suis pas le seul à le dire. On sait très bien que Google, via Gmail, lit nos mails perso, qu'avec Amazon, Facebook, toutes les données qui sont sur Internet appartiennent aussi à ces gens-là, et que là, le côté révolté aussi, en termes de développement rationnel, doit être là, et qu'il y a des lanceurs d'alerte sur Homo connecticus, lanceurs d'alerte, n'est-ce pas, sur Internet, qui nous montrent qu'on a tout intérêt à être très vigilant, parce que à l'époque de 1984, George Orwell, il avait parlé de Big Brother. Aujourd'hui, Big Brother, il a deux noms. Hein. C'est Google, c'est Big Google, et c'est Data, Big Data. Les données, c'est ces milliards et milliards et milliards de données qui intéressent énormément les marketeurs et les gens qui font du business. Ce sont nos données. C'est le pétrole du 21e siècle. Autrement dit, ce qui est incroyable qu'a généré ça, c'est que c'est nous et nos données qui sont les produits qu'ils nous vendent alors que nous sommes les créateurs de ces produits. Ça paraît complètement fou, mais c'est la réalité. Et il faut vraiment qu'on soit conscient de cela. Et vraiment qu'on soit conscient aussi de ce que ça a comme incidence sur notre développement relationnel, sur notre liberté, et je pèse mes mots, sur notre liberté individuelle, notre liberté de citoyen. En conclusion, je dirais que l'Homo connecticus, avec toute cette révolution qui est des mois, des années et des siècles à venir, est à une croisée de chemin. On voit bien que tous les patrons du GAFA et tous ces kings du digital, que sont tous ces chercheurs du MIT et tous ces chercheurs de la Silicon Valley, et le patron de Google en tête, hein, Larry Page, veulent une seule chose, ils veulent prendre empire sur l'humanité, et ils veulent surtout, et ça c'est leur grand fantasme, ou qui n'est pas qu'un fantasme, qui est une réalité, ou leur grand désir, qui est de rendre l'homme amélioré. Vous savez comme moi qu'avec l'Homo connecticus et toutes les technologies, parce que j'ai oublié de dire aussi, ça en conclusion je veux le dire, il y a tout un chapitre sur une santé d'Homo connecticus. Ça impacte énormément sur notre santé, et notre santé au quotidien, notre santé physique et notre santé psychique. Il y a des maladies dont je traite là-dedans. Par exemple, les phubbers, ces gens qui sont accros à leur portable,
téléphone portable s'entend, et ils sont phone et snob. Ça donne un mot valise, phobbers. Ils ne vous regardent plus, que ce soit au restaurant ou dans la rue, ils sont branchés sur leur écran, et toute la journée, ils sont en train de se brancher sur leur iPhone. Je dirais que le problème qui se pose, et c'est ça que j'essaie de traiter dans mon livre, moi, nous, la haute qualité relationnelle, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément que l'homme soit amélioré. Qu'est-ce qu'on en a à faire, même, c'est leur désir que l'homme soit avec des jambes bioniques, un cerveau connecté, un cœur connecté, et qui vivent 650 ans, voire même, et c'est leur désir, que l'homme devienne immortel. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'homme soit meilleur. Rendre l'homme meilleur. Et je crois, et ce sera ma conclusion, je crois en notre capacité, grâce à tous les outils relationnels que j'offre de mon livre, à rendre l'homme meilleur et pas simplement amélioré. Parce que le transformisme et le transhumanisme, ce n'est pas forcément un humanisme d'emblée.